Cuba, après la mort de Castro, tenir les deux bouts, ne pas être ceux qui veulent enterrer la révolution cubaine de janvier 59, la prise de pouvoir, cette dynamique d'une révolution qui défiait l'impérialisme sans s'aligner sur l'Union soviétique dans ses premières années, ne pas enterrer la révolution cubaine avec son dictateur, et ne pas non plus sauver le dictateur au nom de la révolution. C'est ce que nous essayons de faire à Mediapart, et c'est ce que ferait, s'il était là, celui qui nous a accompagnés depuis le début et qui pourrait être le grand témoin de cet événement qui se fait cette semaine, les obsèques autour de Fidel Castro. J'ai nommé évidemment François Maspero, auquel nous devons notre logo, notre crieur de journal, qui a très bien connu et aussi bien Fidel Castro que le Che Guevara, qui a écrit, qui a publié tous les textes principaux de cette révolution. Voici dans ce petit livre qui est un livre de photos, des photos du photographe suisse René Bury, il y a là le texte peu connu de François Maspero, opposant le Che, celui qui n'est resté que 5 ans avant de repartir, comme Don Quichotte et sa ressonnante, et puis celui qui, pendant 56 ans, aura incarné cette révolution et son pouvoir personnel. Fidel, la volonté de puissance, et de l'autre côté, le Che, faisant confiance à l'autre, le laissant libre de ses choix. Le Che, écrit François Maspero, avait besoin d'hommes libres, quitte à les traiter durement dans le travail commun. Fidel avait besoin de féaux. Et voici la suite. Tenir les deux bouts. La première palinodie de Fidel fut en arrivant au pouvoir d'annoncer au peuple qu'il n'avait pas l'intention d'y rester. On sait la suite. Le Che ne prononça rien de tel au jour de la victoire. Et quand il commença à le dire, il fit ce qu'il avait dit. Fidel se considéra toujours et se fit considérer comme l'incarnation de la révolution. Le Che affirmait qu'il n'en était qu'un rouage à son service, et il le prouva. Le Che aurait voulu des milliers, des millions d'hommes comme lui. Fidel se présente comme unique. Le Che était obsédé par sa relève, Fidel n'a jamais voulu assurer la sienne. Voilà ce dont nous allons parler avec Thomas Cantaloube de Mediapart. Thomas, tu as été en reportage à Cuba dans le passé, avec des difficultés que tu évoqueras peut-être, et tu connais évidemment très bien, pour y avoir travaillé avant Mediapart, et pour Mediapart, la puissance américaine, la puissance nord-américaine, qui a été défiée par cette révolution, qui l'est toujours, puisque c'est au fond le premier défi de politique internationale pour Donald Trump. Mais nous allons aussi surtout en parler avec notre invitée Marie-Laure Geoffray. Vous êtes universitaire, maître de conférences en sciences politiques à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, directrice adjointe du CREDA, Centre de recherche et de documentation sur les Amériques. Et vous avez publié en 2012 chez Dalloz, si je ne me trompe, un livre qui s'intitule « Contester à Cuba ». Vous avez publié, et là ce n'était pas sur Mediapart, c'était sur Conversation, mais la prochaine fois ce sera sur Mediapart, un texte qui serait bien de résumer parce qu'il illustre ce que j'ai voulu dire. Penser la complexité, ne pas, d'une part, déclarer la fin des révolutions parce qu'un dictateur qui en est issu est mort, et ne pas non plus idéaliser ou sauver, amnistier le dictateur qui a confisqué la révolution. Ce texte, par ses thèmes, dit à la fois le bouleversement des rapports de force que ça a représenté, les acquis sociaux de la Révolution, et en même temps, à la fin, et vous êtes impitoyable, un désastre, je vous cite, économique et un anachronisme politique. Pourriez-vous résumer ce bilan très clair, très simple, et en même temps qui oblige à penser la complexité? Oui, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, hein, puisqu'on a plus d'un demi-siècle d'histoire. Des relations évidemment transnationales, internationales de Cuba avec le reste du monde. Ce que j'ai voulu faire dans ce texte, c'est essayer de tenir les deux bouts, effectivement,
en montrant d'une part l'extraordinaire mobilité sociale qu'a permis la révolution cubaine et qui est peut-être son legs le plus fondamental. Si on compare Cuba avec le reste de l'Amérique latine, on a un pays dans lequel, si le machisme reste important, on a 49% des femmes du Parlement qui sont des députés femmes. Si on regarde les relations raciales, on a certes une résurgence des discriminations, mais on a eu un bouleversement social majeur avec des personnes originaires de provinces rurales, pauvres, qui étaient des macheteros qui coupaient la canne à sucre et dont les enfants sont devenus ingénieurs agronomes, sont devenus médecins, sont devenus hommes politiques. Bon. Et y compris sur le racisme, il ne faut pas oublier qu'à Cuba, c'est un des pays où l'abolition de l'esclavage a été des plus tardives, à la fin du XIXe siècle. Absolument. Donc c'est aussi donner les Afro-Cubains, comme on dit, et leur visibilité. Absolument. Ouais. Et puis, évidemment, sur les rapports sociaux de classe, et c'est ce que j'ai le plus souligné peut-être dans cet article, ce qui m'a beaucoup frappé pour avoir vécu ailleurs en Amérique latine, ce sont les rapports ancillaires, le rapport à la domesticité, qui reste extrêmement fort aujourd'hui. Ça a disparu à Cuba. Les rapports sociaux de classe sont totalement différents, ont été radicalement bouleversés par la Révolution. Donc ça, c'est le legs principal de la Révolution cubaine. En revanche, ce que j'essayais de souligner, c'est que sur les plans économiques et politiques, la situation est désastreuse. Alors sur le plan économique, j'ai demandé à l'éditeur du site de rajouter une phrase sur l'embargo, qui me paraissait centrale. L'embargo a eu un coût cumulé, d'après le gouvernement cubain, de 104 milliards de dollars depuis toutes ces années. Mais ce que je voulais souligner aussi, c'était que, certes, l'embargo a coûté énormément à Cuba. L'aveuglement nord-américain, états-unien de cette punition faite à la révolution cubaine. Absolument, un embargo unilatéral complètement anachronique. Mais je ne voulais pas dédouaner Fidel Castro des choix désastreux qu'il a fait en matière économique, notamment la collectivisation presque totale des terres, la nationalisation entière des petits commerces, y compris les petites cordonneries, enfin, les petits pizzaiolos, enfin, ça n'avait aucun sens. Et puis, il a un entêtement à vouloir se lancer dans des grands projets qui ont souvent échoué, et cela malgré les conseils avec les mobilisations, l'année de ceci, l'année de cela, voilà, la grande Safra, on va faire des millions de tonnes. Sucre, et là, vous soulignez quelque chose qui est trop peu connu. J'ai évoqué donc l'opposition symbolique entre le Che et Fidel. Vous soulignez que quand il a été ministre de l'Industrie, le Che avait plaidé vainement pour une diversification, sortir de cette dépendance du sucre, de la canne à sucre, qui va dans le bloc soviétique être la seule arme, d'une certaine manière, économique de Cuba. Oui, avant la Révolution, le sucre était déjà l'exportation principale de Cuba, mais vers les États-Unis. Et à partir du moment où ça se gâte, on avait des cochons, 61, 62 l'embargo, les États-Unis donc arrêtent d'acheter le sucre cubain, et c'est l'URSS qui propose à Cuba d'acheter ce sucre, et c'est un accord sucre contre pétrole qui va retourner Cuba renvoyer Cuba vers la monoculture exportatrice qui a été désastreuse pour l'économie cubaine. Et puis sur le plan politique, je voulais évidemment souligner exactement ce que vous venez ce sur quoi vous venez d'insister, le fait que Fidel Castro n'a jamais cultivé sa relève et qu'aujourd'hui on se retrouve avec un certain nombre de personnages historiques de la Révolution extrêmement importants, mais avec une situation politique bloquée. Par exemple, les listes électorales sont dans les mains du ministère de l'Intérieur. Les opposants n'ont quasiment aucune chance d'arriver à être élus, y compris au niveau local. Le pluralisme politique n'est pas d'actualité. Il y a une criminalisation perpétuelle de l'opposition politique et les arrestations ont encore augmenté en 2016. Il y a à peu près 9000 arrestations dans l'année qui ont été comptabilisées par la Commission pour les droits humains et la réconciliation nationale. Des gérontocrates au pouvoir, parce que c'est une générale. Vous terminez sur ce mot. Hein, c'est voilà, qui, par rapport à une population dont la majorité est née depuis la Révolution. 70%, effectivement. En revanche, il existe une certaine relève plus technique, et ça, c'est à mettre au crédit de Raúl Castro, puisque dans des ministères clés de l'industrie, de l'agriculture, des télécommunications, etc., vous allez trouver un certain nombre de cinquantenaires qui ont fait leurs armes dans la période révolutionnaire. Le successeur désigné de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, à la cinquantaine. Donc il existe aujourd'hui une relève, mais leurs visages sont relativement moins connus de l'extérieur, et y compris parfois du peuple cubain.
Par rapport à cette question qui divise, parfois on le voit dans les hommages à gauche, de la gauche radicale, on ne veut pas parler de cette question dont nous parlons. Est-ce qu'on peut développer un peuple sans démocratie? Vous dites dans votre texte combien c'est désastreux pour la suite, parce que ça fait une génération, les Cubains ne sont pas aujourd'hui armés pour défendre les conquêtes sociales de la Révolution. Ils ont perdu toute tradition de lutte sociale. Ils sont analphabètes sur le plan politique. C'est-à-dire que ne pas défendre l'exigence démocratique, c'est, loin de construire le futur, c'est mettre en péril, y compris ses acquis sociaux. Absolument. Ce qui m'a vraiment frappé à Cuba, c'était l'absence totale de culture politique au sens où on l'entend en démocratie, l'absence de connaissance des clivages politiques traditionnels. Je connaissais des Cubains qui se revendiquaient de gauche et qui me disaient que si le marché s'ouvrait, ils spéculeraient sur l'immobilier. C'était extrêmement étonnant d'observer ces contradictions de la pensée politique des Cubains que j'ai côtoyés, en bonne foi. Et quand vous avez une seule centrale syndicale qui est une courroie de transmission du Parti communiste, quand vous avez des organisations de masse dont l'objectif c'est de mobiliser la population et d'empêcher toute auto-organisation, vous arrivez à une situation de blocage puisque ça rend extrêmement difficile toute mobilisation populaire par le bas. Ce qu'un sociologue et historien cubain, vous avez peut-être lu ça, Haroldo Dilla Alfonso, qui est un philosophe critique marxiste, qui est en exil depuis 1996, a dit, voilà, Castro, c'est un type de transformation révolutionnaire jacobin et volontariste, c'est dans le club de Mediapart, dont les réalisations n'ont jamais été en mesure de compenser les énormes coûts humains. Au fond, il dit, rien ne pourra le disculper de cette terrible responsabilité en ce qui concerne le déficit de liberté et de démocratie, la division de la société, etc. Au fond, ça fragilise en clair le futur. Oui, absolument. Alors, dans votre texte, il y a un autre angle, et que Thomas, tu pourrais aborder, qui est quand même, pourquoi il y a cette popularité? Pourquoi il y a tous ces chefs d'État, la plupart latino-américains qui viennent, toutes ces gauches latino-américaines? C'est que quand même, c'est celui qui a dit non à la puissance, à l'arrogance de la puissance. Il incarne ça dans la durée. Bien sûr, il incarne ça, mais avant même ça, il faut rappeler à quoi il a succédé. Il a succédé à la dictature de Batista, qui était une caricature de dictature bananière, où les Cuba étaient finalement un vassal des États-Unis, où les touristes américains venaient jouer au casino et profiter des plages de l'île en laissant le reste de la population dans la misère. Donc il ne faut jamais oublier d'où vient la révolution cubaine. Elle vient de ça. Une exigence de justice face à l'humiliation, voilà. Face à... Et c'est quelque chose de très fort. Et puis évidemment, la surréaction américaine, bon, c'est la guerre froide, c'est la théorie des dominos, si Cuba tombe, c'est le reste de l'Amérique latine qui va tomber. Voilà, une obstination bornée des Américains qui fait que voilà, on se retrouve dans un conflit de blocs classique. Mais oui, voilà, Castro a inspiré et continue encore d'inspirer aujourd'hui ces gauches latino-américaines dans la résistance à l'empire américain, dans la mainmise. Voilà, faut jamais oublier la théorie de la carotte et du bâton qui remonte au début du XXe siècle, qui était, voilà, les États-Unis ont longtemps considéré l'Amérique du Sud comme une annexe, finalement. La doctrine Monroe, c'était leur territoire. Mais quand même, en plus, comme un peu, on pourrait le dire, au XIXe siècle, nous avons fait payer par la dette à Haïti son audace révolutionnaire. Au fond, cet embargo et toutes ces tentatives d'assassinat, toutes ces manœuvres et tout, c'était de faire payer, non pas à Fidel Castro, mais à un peuple, son audace. Oui, c'était avant de faire payer à Fidel Castro, et le peuple finalement était secondaire dans cette histoire. C'était voilà, il a eu l'audace de se rebeller, il a eu l'audace d'être contre nous, et la Cuba est à 80 km des côtes de la Floride, donc voilà. Cette menace communiste fait qu'ils ont créé un embargo et qui se perpétue de manière complètement ridicule et aujourd'hui qui est dénoncé par à peu près tout le monde à l'exception d'une petite minorité de jusqu'au-boutistes et qui est perpétuée. Voilà. Alors, la question, M. Trump, on voit son profil, on voit son côté matamor. Il a d'abord fait un tweet très sobre en disant « il est mort », puis après il a dit « je vais me battre pour la liberté du peuple cubain ». Il faut prendre ce genre de personnage homo
tu as écrit justement que ça pourrait, on ne sait pas, se raidir. Et qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer avec les gens de Miami qui ont fêté absolument et qui veulent leur revanche, avec le marché qui veut sa revanche, y compris comme en Union soviétique, ça tombe, et ben, du coup c'est les oligarques, il n'y a plus de politique, il n'y a que l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une forme de test en fait. La présidence Trump est aujourd'hui une inconnue. On ne sait pas de quel côté ça va basculer. Et comme tu le dis, il faut prendre ces gens-là au mot. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de mots sur Cuba durant la campagne. Trump a effectivement une fois évoqué ça quand il a été à Miami. Alors Miami, qu'est-ce que c'est? C'est une ville qui était une sombre ville de province américaine jusqu'aux années 60. Et plein d'immigrés cubains expulsés ou qui avaient choisi de partir au moment de la révolution cubaine sont arrivés et en ont fait une gigantesque métropole puissante et riche des États-Unis. Et pendant des décennies, ça a été contrôlé par des anticastristes furieux, franchement, qui avaient soit perdu des possessions à cause de la Révolution, soit qui étaient partis de l'île en voulant beaucoup à la Révolution. Et c'est un état d'esprit qui a été maintenu en gros jusqu'aux années 90. À la fin des années 90, finalement, sont arrivés beaucoup d'autres Cubains, des pauvres Cubains qui partaient parce qu'ils n'avaient plus à suivre à Cuba, et puis ils rejoignaient leur famille, etc. Et est arrivée une nouvelle génération qui a accepté la révolution cubaine, et tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir aller à Cuba, revenir aux États-Unis, envoyer de l'argent, aller faire du tourisme, aller à leur famille, et ça a beaucoup changé. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'aux États-Unis, il y a toujours un discours qui est principalement au sein du Parti républicain, qui est finalement, c'est un discours de Pavlov. C'est-à-dire, on est contre Cuba et voilà, on doit faire tomber Cuba et l'instrument, c'est l'embargo. Ouais, c'est la leçon de la puissance, celui Exactement. qui m'a défié. Et on doit les faire payer et voilà, c'est comme un gamin à qui on file des fessées jusqu'à ce qu'il obéisse aux parents. Et mais ça a beaucoup changé. C'est devenu minoritaire principalement. Et ce qu'on voit assez peu, je finis juste, ce qu'on voit assez peu, c'est qu'au sein du Parti républicain même, ça a changé. Et on ne les voit pas, mais il y a énormément de républicains qui veulent faire du business, des républicains des États agricoles du Midwest qui veulent vendre leurs denrées à Cuba, parce que Cuba a besoin de beaucoup de denrées alimentaires. Et aujourd'hui, par exemple, il y a une proposition de loi devant le Sénat de libéraliser tous les échanges de personnes, c'est-à-dire de lever toutes les restrictions au voyage. Et cette proposition de loi est sponsorisée par 2 sénateurs républicains. Marie-Laure, sur non, je voulais juste donner un chiffre, c'est que, parce que j'ai regardé du coup avant de venir les sondages qui sont faits par l'Université internationale de Floride, 63% des Cubains qui résident en Floride sont contre l'embargo. Voilà, donc c'est juste pour appuyer en donnant un chiffre qui est quand même un chiffre important. 63%, c'est pas une petite majorité. Alors là, il y a parfois des Russes de l'histoire, mais en même temps, les fous furieux, racistes, impérialistes, tout ça, il faut parfois les prendre au sérieux. C'est que Trump est un homme d'affaires. Et ce que tu as révélé dans ton article, c'est que Trump, y compris prêt à violer l'embargo, homme d'affaires pour ses hôtels, voulait en faire à Cuba. Et que du coup, certaines personnes, notamment une association patronale qui milite pour la fin de l'embargo, mais pour que le marché conquiert Cuba, aussi, il faut bien voir ce que ça signifie, dit, mais Trump quand même, il est un homme d'affaires, il faut qu'il nous laisse faire des affaires. Bien sûr, mais à Miami, et moi j'en avais rencontré pas mal la dernière fois que j'avais été travailler sur cette question, c'était en 2007, il y a plein de businessmen cubains qui voient un marché ouvert où il y a tout à construire à Cuba et qui se disent mais il y a des opportunités de commerce fabuleuses, laissez-nous y aller, laissez-nous faire des échanges. Et voilà, et quelqu'un comme Trump, ils vont essayer de l'avoir par sa fibre comme ça, sa fibre entrepreneuriale, ouvrir des marchés, conquérir des marchés. Voilà, j'ai presque envie de dire que la balle finalement, elle est dans le camp cubain. Et c'est comment Cuba va faire face à, d'un côté, un Trump, une administration qui veut juste envoyer des banques, envoyer des entreprises à Cuba, et quelques fous furieux anticastristes qui sont toujours là, qui essayent de maintenir le discours. Et la balle, elle est un peu dans le camp des Cubains. Comment s'ouvrir, à quelles conditions et jusqu'où? Marie-Laure, d'accord avec l'idée, la balle est dans le camp des Cubains? J'avoue que c'est une question difficile parce que moi, j'ai le sentiment que ce n'est pas juste un discours contre des actions pragmatiques, mais que Trump a vraiment évolué pendant toute la campagne entre le moment où il était le seul candidat des primaires à être favorable au rapprochement avec Cuba, et puis la fin de sa campagne présidentielle, où il était le candidat du Parti républicain, où il a durci son discours. Il a accueilli la mort de Fidel Castro en le traitant de dictateur brutal. Il a fait un certain nombre de nominations qui ne sont pas favorables à la poursuite des accords lancés
par Barack Obama. Donc moi j'ai l'impression que c'est une période d'incertitude et que ces déclarations pourraient heurter les Cubains. Donc en ce sens-là, la balle est dans le camp du gouvernement cubain qui ne devrait pas faire la stratégie du hérisson, je crois que j'ai lu dans Mediapart, et donc répondre de manière modérée. Mais ce n'est pas évident dans ce type de situation pour le gouvernement cubain. Mais c'est un vrai test, voilà. C'est un vrai test pour Trump qu'on attendait à partir du 20 janvier quand il sera officiellement intronisé et qui finalement arrive beaucoup plus tôt. C'est est-ce qu'il faut le prendre au mot ou est-ce qu'il va être pragmatique, comme on dit qu'il l'a été avant d'entrer en campagne? Sachant que donc, moi, je pense qu'il faut faire confiance, si on est favorable à ce type de rapprochement, aux entreprises américaines. Il faut penser que Airbnb, les grosses entreprises agricoles américaines, y compris Google, Cisco, etc., ont soit déjà investi des millions de dollars, soit sont en train de le faire et ne sont pas prêts à perdre tous leurs investissements. American Airlines et Delta Airlines ont repris leurs vols commerciaux hier pour la Havane ou avant-hier. Et voilà, ce sont dans le contexte de la normalisation faite par l'administration. Les compagnies aériennes ont démarré leur vol direct. Il y avait déjà des vols indirects. Ils ont démarré leur vol direct lundi, il y a 2 jours. Et c'est effectivement des compagnies qu'on se met à établir des vols, etc. Ça a un certain coût. Donc elles ne vont pas forcément vouloir y renoncer après-demain. Et puis il existe une coalition bipartisane au Parlement favorable au rapprochement. En sachant que ce que vous montrez dans vos travaux, c'est que par ailleurs, on ne peut pas comparer la situation du peuple cubain et comment il va lui-même accompagner tout cela à ce qui s'est passé dans d'autres pays de l'Est ou dans les régimes totalitaires, puisque la révolution cubaine n'a pas dévoré ses enfants, à part, on pourrait dire, le procès Ochoa, La Guardia, au mi-temps du tournant au début des années 90. Il n'y a pas eu la même destruction de toute une génération révolutionnaire. Ça s'est été géré de manière plus complexe. Oui ou non? Il me semble que la révolution a tout de même été relativement brutale parfois avec ses propres enfants. Il y a quand même des leaders relativement charismatiques qui représentaient une certaine relève depuis les années 80 qui ont été systématiquement écartés. En dehors de Ochoa, le général. Ochoa, bien sûr, mais il faut mais penser La Guardia, à Felipe Pérez Roque, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Carlos Larre, qui est l'artisan des réformes des années 90, mais même plus tôt, Robertico Robaina, qui était le leader de la jeunesse communiste et qui a été également ministre des Affaires étrangères. C'était une jeune génération montante qui avait l'appui d'une partie de la jeunesse cubaine, en tout cas des générations qui aujourd'hui ont la trentaine, quarantaine, on va dire, et qui ont été purgées. Moi, je pense toujours que des gens dont on pensait à une époque qui pouvaient succéder à absolument, Fidel. Absolument, et qui disposaient d'une légitimité, d'un charisme et d'une bonne connaissance. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été écartés, ils n'ont pas, à part l'exception des procès, ils n'ont pas été... L'Ochoa et La Guardia, ils n'ont pas été exécutés, ils n'ont pas... Non. Voilà, c'est ce que je disais, la révolution vous avez complètement qui dévore ses enfants, c'est ce que je précise. Oui, pardon, ils n'ont pas été exécutés, mais ils ont été écartés. Du désaccord, de la défaveur qui s'est faite dans une manière cubaine, parfois par l'exil. Oui, ou par l'humiliation, tout simplement. Par exemple, Carlos Larre, qui était quand même un personnage extrêmement important, qui a mené, supervisé, si vous voulez, les réformes économiques des années 90 et qui est médecin de formation, a été renvoyé pour travailler en tant que médecin dans un hôpital de province, de la province de La Havane. Voilà, donc très bien, retournez à vos bons et loyaux services, sachant qu'ils n'avaient pas exercé depuis un certain nombre d'années. Donc c'est ce type d'humiliation, mettre les gens chez eux, les renvoyer chez eux ou à leurs anciennes activités, qui a été pratiquée par le gouvernement. Donc, effectivement, la révolution, de ce point de vue-là, n'a pas liquidé toute une génération de révolutionnaires. En revanche, il me semble que s'il y a un élément de similitude avec la Russie, l'URSS qui devient la Russie, c'est bien la possibilité du retour d'une classe d'oligarques. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde, par exemple, Gaesa, qui est une sorte de holding qui comprend de très nombreuses entreprises d'État, qui est gérée par les militaires, elle est gérée par des proches de Raúl Castro, et les militaires, dans lesquels on trouve un certain nombre de proches de Raúl Castro, parce que c'est le mari de sa fille, de son fils, etc., contrôlent une grande partie de l'économie du pays, jusqu'à 2/3, selon un certain nombre d'économistes. Et donc on est quand même dans une situation où ce ne sont pas des oligarques type Russie, mais des oligarques alliés à la puissance militaire qui aujourd'hui disposent de très nombreuses manettes économiques. Donc de ce point de vue-là, on a une similitude qui est quand même troublante. On va continuer à suivre cette affaire. Merci à tous.